Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Que diriez-vous d'embarquer pour la Corse ? C'est un voyage immobile et absolument fabuleux que nous propose Jean-Michel Néry, l'auteur du livre que nous allons ouvrir aujourd'hui. Un voyage immobile, car nous allons nous enraciner et nous mettre littéralement dans la peau d'un arbre. La peau de l'olivier, avec une majuscule à olivier, s'il vous plaît. Bienvenue dans un autre monde, un monde lointain et pourtant immanent, celui du règne végétal. Vous entendez cette musique ? Elle semble comme venue du fond des âges. L'album que j'ai choisi pour accompagner notre voyage littéraire est composé par un groupe de musiciens hors normes qui a choisi pour nom A Talking Tree, un arbre qui parle. On pourrait presque croire qu'il a été composé pour annoncer notre livre. L'album est sorti en 2001. Son compositeur principal, c'est Mike J. Green, bien que les titres soient le fruit d'une création collective. Le percussionniste du groupe n'utilise pas les instruments que l'on connaît. Il a inventé des sons avec des bouts de bois. Écorce, aubier ou moelle, ce n'est pas la même résonance. L'arbre chante le rythme, littéralement, et prête à la musique les battements de son cœur. Avant d'ouvrir le livre de Jean-Michel Néry, j'aimerais vous parler d'un musicien du groupe des A Talking Tree. Il s'appelle Louis. Il fait parler et chanter le bois de sa basse ou de ses percussions. Si je vous parle de Louis, c'est qu'il connaît bien notre auteur, Jean-Michel Néry. Tous les deux ont grandi dans le maquis corse. Amoureux des arbres, tous les deux ont consacré leur première vie à en prendre soin. Ils étaient élagueurs. Et puis, pour leur deuxième vie, ils ont continué à aimer les arbres d'une autre manière. L'un a donné la parole aux arbres par la musique, et l'autre leur a donné la parole par les mots. Si l'arbre est leur inspiration, il ne fait pas de doute que la musique ou l'écriture sont à coup sûr chez chacun d'eux une vocation. Jean-Michel Néry écrit en 2012 « La peau de l'olivier ». Il a choisi l'arbre le plus ancien et le plus noble de sa terre natale, l'olivier. Un olivier séculaire, millénaire. Un olivier qui va mettre notre sensibilité à vif et qui va ouvrir pour nous une brèche vers un fabuleux voyage dans le temps. Êtes-vous prêts, chers auditeurs ? Vous sentez-vous arbre ? Attention, c'est parti. Enracinez-vous, fermez les yeux et écoutez le prologue de ce livre. Le soleil se lève et une lumière de plus en plus chaude baigne tout ce qui m'entoure. Mon monde est là, autour de moi, et s'éveille lentement. S'éveiller n'est peut-être pas le terme approprié. Moi-même, je ne dors jamais, à proprement parler. J'attends tout au plus. La nuit et la lune m'agitant d'autres soubresauts et d'une autre vie que la claire journée. Les insectes commencent à sortir et s'affairer partout sur le versant de la colline où je me trouve. Surtout les fourmis, mes compagnes de toujours. Aussi loin que je m'en souvienne, elles étaient là,
avec la même énergie et accomplissant les mêmes gestes. Même en comptant en printemps, je suis bien incapable d'en estimer la durée. Quelle importance d'ailleurs! Le seul décompte qui m'intéresse est la chronologie de ce que j'ai vécu. Durant toute la première partie du livre, l'arbre nous raconte le fil de son histoire. Évidemment, l'échelle de son temps n'est pas la nôtre. Il raconte le vent, le feu, la pluie ocre venue de l'autre côté de la mer, la croissance d'un pin envahisseur. Il raconte aussi la présence des hommes, discrète ou agressive. Le cours de l'histoire des hommes a forcément une influence sur l'histoire de l'arbre. En temps de paix, l'exploitation des olives régit leurs relations. Et en temps de guerre, en l'absence des récoltants, l'olivier baigne dans son huile, selon l'expression que l'auteur prête à l'arbre. L'auteur accorde une attention particulière à la relation de l'arbre avec les hommes. Faire dire à l'arbre ce qu'il pense des hommes, c'est un exercice particulièrement périlleux. Cela pourrait être naïvement anthropomorphique, dirait la préfacière Michelle Giuntini. Pourtant, Jean-Michel Néry ne verse pas dans la complaisance ou la démagogie. Il choisit de ne pas vraiment prendre parti. Et l'empathie dont il fait preuve avec la jante végétale est ici absolument étonnante. Voici, par exemple, comment Jean-Michel Néry imagine la pensée de l'olivier après sa première greffe. L'arbre n'en veut pas à l'homme. Il est dépourvu de jugement, réceptif, quoique conscient du bouleversement. J'ai toujours préféré considérer cette mutation comme une promotion, une sorte d'élévation plutôt que d'élevage. Une fierté, par revanche finalement, car il fut un temps où la raillerie de mes propres petits frères m'affecta terriblement. La moindre nouvelle pousse qui émergeait de mes racines considérait ma frondaison avec curiosité. L'effet de groupe aidant, ils en vinrent à me dénigrer. Ils s'opposèrent à mon attitude servile à l'égard des hommes, la vie libre et débridée de leur communauté dont je m'excluais en suivant mon destin domestique. Le mot était lâché. Je les ai traités de sauvages, puis de sangsues, car nous vivions sur le même pied. Et enfin, comme à chaque fois que notre cohabitation a pu devenir houleuse depuis ce jour, les hommes sont venus et leur ont coupé la tête. Une élévation plutôt qu'un élevage, une bien noble façon de considérer l'évolution de son espèce. L'olivier réagit aux actions des hommes comme il réagit aux secousses du vent. Mes fibres s'y sont pliées, dit-il, par docilité ou par intelligence. Il en résulte une sorte de bienveillance, une sagesse dans ses propos. Et même quand les interventions humaines sont violentes, cruelles, incompréhensibles, l'arbre garde envers les hommes une curiosité étonnée, quoique consciente des travers qui conditionnent leurs actes. Notre bien-être les préoccupe, mais surtout pour répondre à leurs attentes. Et elles auraient tendance à enfler ces derniers temps. À d'autres époques, leurs ancêtres se contentaient de ramasser ce que nous voulions bien leur donner, en nous assurant une simple garde bienveillante. Maintenant, on nous récolte, on exige de nous, et pour cela, on nous couve, on nous conduit. Nous conduire. Un vieil anarbre, comme moi, un anarchiste au sens arboré du terme, doté d'une confiance inébranlable dans la capacité de chacun à décider lui-même du meilleur rôle à jouer dans son écosystème. Sans béquille, sans sous-titres,
sans gendarme ni censeur, avec pour unique bagage ses gènes inspirés et sa conscience rendue nature et affûtée par le vécu. Quelle merveilleuse définition de l'anarchisme! Et quel modèle nous est donné ici à travers un simple olivier! Jean-Michel Néry n'a de cesse de faire référence à des systèmes de pensée qui, à travers le regard de l'arbre millénaire, prennent tout à coup une autre dimension. Nous sommes surpris de découvrir ce qu'il appelle une logique végétale, où la communauté n'est pas forcément synonyme de solidarité, mais où est induite l'idée de solidité. Dans mon monde, une manière d'appréhender la vie est assez répandue. Je pousse, donc je suis. Et pour ce qui est de la communauté, on pourrait ajouter « je te pousse, donc je te suis ». Seul l'homme semble avoir du mal à y adhérer. Il n'a pas dû réfléchir suffisamment à sa condition. Sa vie est si brève. La brièveté de la vie des hommes. La donnée essentielle à laquelle nous donne accès la pensée de l'arbre, c'est le changement d'échelle du temps. Prendre le recul à ce point et de façon aussi pragmatique, c'est indéniablement le plus beau voyage que nous propose Jean-Michel Néry. Voici l'extrait d'un chapitre issu de la deuxième partie du livre, celle où tout s'accélère, la période actuelle, que l'on pourrait intituler, d'après une expression de l'auteur, « l'avènement de la tronçonneuse ». Attention les bipèdes, pas trop de zèle, pas de précipitation. Votre rythme n'est pas le nôtre. Nos horloges diffèrent et vous n'obtiendrez aucun miracle en brûlant nos étapes. Je me méfie du sursaut, et ce que vous prendriez pour un réveil de ma part pourrait n'être qu'un spasme, une contrariété que j'exprimerais dans une réaction épidermique, anarchique et désespérée, mais que vous interpréteriez à tort comme un regain de vitalité. Traitez-nous trop brutalement, et la belle générosité de notre réponse ne sera qu'une pauvre tentative de survie. Aucune espèce n'est capable d'avoir sur nous autant d'impact en aussi peu de temps. Je ne crains même pas les parasites. Ne soyez pas les pires. Il en va de notre entente que vous mesuriez cela. 1, 2, 3. Mountain Moan, le gémissement de la montagne. C'est le nom de cette chanson des A Talking Tree. C'est le moment de revenir vers notre musicien, Louis. Pourquoi donc a-t-il changé de voix? Jean-Michel Néry le sait, et il nous en confie les raisons en fin d'ouvrage. Il parle d'un confrère qui a poussé si loin le principe de la taille douce qu'il ne se sent plus le droit d'intervenir du tout. Les raisons de pratiquer la taille sont toujours humaines, très rarement au profit exclusif du végétal. C'est pour toutes ces mauvaises raisons-là que je taille, de même que mes confrères. Nous sommes les mieux placés pour proposer le meilleur compromis entre l'homme et l'arbre, le moins pire, espérons. Cet extrait aurait tendance à laisser penser que ce roman est un essai déguisé. Non, croyez-moi, chers auditeurs, c'est que j'ai choisi de lire des textes particulièrement parlants eu égard aux problématiques de notre monde actuel. En vérité, ce livre raconte vraiment une histoire, avec des péripéties, des intrigues. Il y a même un meurtre commis au pied de l'arbre. Et surtout, il y a des personnages qui peuvent aussi bien être des animaux, des chèvres, des fourmis, des oiseaux, un chat, et puis des hommes et leurs enfants qui viennent jouer et bivouaquer au milieu des branches. Le regard de Jean-Michel Néry ne ressemble pas non plus à tous ces ouvrages documentaires en vogue depuis quelque temps, parce que les idées qu'il sous-tend ne sont pas régies par un idéalisme forcené. Bien au contraire,
C'est comme si l'auteur, conscient des dangers de l'anthropomorphisme, assumait paradoxalement cette forme à son roman justement pour inviter le lecteur à nuancer ses interprétations. Ce livre est un véritable coup de maître. Il est à rapprocher de tous ces ouvrages qui, sous leur air naïf, presque enfantin, touchent les valeurs essentielles. Le Petit Prince, les fables, les contes, avec en outre une note d'humour qui permet de prendre distance et sagesse en évitant de se prendre au sérieux. L'humour, oui, c'est un talent indéniable de notre auteur. On lit tout le livre, le sourire aux lèvres. Parfois même, on rit, surtout en dernière partie que l'auteur intitule « Cahier vert de Cosimo », sous-titré « Notes et humeurs quotidiennes d'un élagueur ». Des notes, des humeurs, en toute complicité. À l'origine, nous étions des singes arboricoles. Mais pourquoi sommes-nous descendus ? Ce n'est pas possible, le premier qui a fait ça a dû tomber. C'est ça notre chaînon manquant, le plus nul des singes. Cette hypothèse du singe nullissime, ça expliquerait les deux familles, eux et nous. Les grands singes d'un côté qui ont continué à évoluer dans l'abri bienveillant des canopées pour n'en descendre que très tard et avec parcimonie, et les hommes de l'autre, les maladroits qui ont glissé et ont dû se casser quelque chose en tombant pour ne pas réussir à remonter. Nous dûmes, par force, développer d'autres aptitudes que l'instinct dont nous étions moins bien dotés que nos congénères acrobates. Nous nous sommes adaptés à la vie terrestre, en gardant la phobie des arbres et l'amertume d'avoir été chassés d'un paradis désormais perdu. Je ne serais pas étonné que le premier d'entre nous à s'être cassé la figure l'ait fait en essayant d'attraper une pomme. Tiens, et si l'on s'amusait avec Jean-Michel Néry à retracer la théorie de l'évolution ? Si l'on s'observait là, avec nos tronçonneuses et notre obsession du rendement, si l'on s'observait s'agiter là, à une autre échelle, un autre point de vue, voici peut-être ce que nous dirions avec cet arbre. L'impatience vous pousse à emprunter des voies dont l'issue est incertaine. Vous qui piaffez sans cesse, devriez calmer votre prétention à forcer l'évolution, à tout agencer selon vos critères. L'équilibre est fragile, mais son rétablissement est inéluctable. C'est pour cette raison que je m'inquiète pour vous. Quelle pertinence! Le sourire aux lèvres en oscille entre colère et gratitude, entre lucidité et espoir. On ne peut être que bouleversé par le combat que mènent au jour le jour les élagueurs tout simplement respectueux de l'évidence. Évidence, cohérence, c'est aussi le combat des éditeurs de ce livre. Ce n'est pas si courant. Les éditions libres, énergiques, lucides, concrets, allez faire un tour sur leur site. Ça vaut le détour, croyez-moi. J'aimerais, pour terminer, revenir sur l'exergue de l'ouvrage, un exergue aussi court qu'efficace pour donner le ton. La vérité est ailleurs. Un drôle de jeu de mots, puisque le mot « tailleur » vient du verbe « tailler », n'est-ce pas ? La vérité est ailleurs, pas étonnant pour un élagueur. Retrouvez tout un dossier documentaire autour de La peau de l'olivier de Jean-Michel Néry sur notre site de podcast intitulé Tout avec presque rien. Retrouvez-y aussi l'univers musical des A Talking Tree. Et si vous aimez vous percher sur les frondaisons, un livre à l'oreille, inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt!